Spécial Avenir de la Bretagne, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, invité de France Bleu Armorique et de France Bleu Brésil. Jean-Marc Ayrault, 20 minutes pour parler de l'avenir de la Bretagne. C'est ce matin en direct sur France Bleu Armorique et France Bleu Brésil. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur les France Bleu de Bretagne. Ensemble, nous allons décoder ce pacte d'avenir. Bonjour Jean-Marc Ayrault. Bonjour. On va parler espèces sonnantes et trébuchantes pour commencer cet entretien, si vous le voulez bien. Le pacte d'avenir, c'est environ 2 milliards d'euros pour la Bretagne, 2 milliards d'euros d'aide ou de prêts. Une bonne partie de ces financements étaient déjà acquis, ils ont été compilés. Concrètement, combien l'État met d'argent frais sur la table ? C'est plusieurs centaines de millions. Et simplement, vous savez, il ne suffit pas d'afficher des millions, il faut surtout les mobiliser pour qu'ils soient utilisés. C'est le but. Alors, effectivement, certains ont voulu interpréter ces chiffres et ils sont de plusieurs natures. D'abord, il y a ce qui concerne les 350 millions qui sont débloqués dès 2014 pour financer des projets qui sont prêts, mais qui n'étaient pas financés en définitive. Alors, ça veut dire qu'on doit, et c'est le rôle de l'État, d'être le garant de la mobilisation des crédits de l'État d'abord, de l'Europe, mais aussi des collectivités territoriales. Si je prends le cas de la RN 164, tout le monde dit qu'il faut améliorer la performance, tout le monde est d'accord, simplement, si vous ne mobilisez pas les crédits, les travaux sont prêts à démarrer, et on peut aller vite. C'est vrai, d'autres projets, le port de Brest, les travaux pour améliorer le réseau ferroviaire jusqu'à Quimper et à Brest, tous ces travaux ont été programmés, simplement il faut les débloquer, les lancer. Moi, ce que je veux, c'est l'efficacité. Donc, le pacte, c'est 3 choses. C'est des mesures d'urgence, pour les familles, pour les chômeurs, ceux qui ont perdu leur emploi et qui souffrent vraiment, je partage, je dirais même leur colère aussi, aux salariés de GAD, de Doux, de Tilly Sapco, de Marine Harvest et d'autres entreprises. Il faut les aider en urgence, ça c'est indispensable. Donc des mesures ont été prises, le ministre du Travail s'est déplacé, c'est du concret. Il faut aussi un plan d'action pour redonner du souffle à l'agroalimentaire, on en reparlera plus en détail si vous voulez, puis il faut aussi préparer l'avenir pour soutenir l'économie locale. Donc les moyens qui sont mis sur la table, c'est pour à la fois l'urgence, et puis c'est aussi pour le moyen terme. Et puis il y a effectivement, vous l'avez dit, l'intervention de la Banque publique d'investissement. Comment a été préparé ce pacte, Jean-Marc Ayrault ? Certains parlent d'un manque de concertation véritable. Écoutez, franchement, d'abord, le pacte d'avenir, c'est la main tendue de l'État à la Bretagne. Pourquoi ? Parce que quand une région souffre, qu'elle a des difficultés particulières, l'État républicain, il ne peut pas dire ça ne me regarde pas. C'est son devoir. Moi, j'ai considéré qu'il fallait agir fortement, même si le gouvernement a commencé à travailler sur les dossiers comme Doux dès le mois de juin et juillet 2012. Je me souviens bien des interventions de Stéphane Le Foll et Guillaume Garot sur le terrain, mais il faut aussi du temps pour sauver les entreprises. Aujourd'hui, Doux est reparti. Il y a eu des dégâts sociaux. Véritablement eu une concertation. Alors, je reviens à votre question. Bien entendu que le plan et ce pacte, il n'est pas préparé à Paris. Il a été préparé en Bretagne, par les Bretons, pour les Bretons. Sinon, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est la garantie que j'ai donnée. Donc le pacte, c'est un point de départ. Et pourquoi est-ce que ça ne peut pas marcher autrement ? Parce que d'abord, la Bretagne, c'est vrai d'autres régions françaises, mais la Bretagne a l'habitude de travailler comme ça, que ce soit avec la région, les collectivités locales, les partenaires sociaux, les forces vives. Quand on a un projet, on se met autour de la table, on se bat et on a des résultats. Donc ça, c'est la bonne méthode. Donc j'ai considéré que non seulement l'État devait être présent pour l'urgence, mais il devait mettre sur la table des moyens, et ensuite la négociation des différents éléments du pacte, tout s'est fait en Bretagne, et je le répète, c'est la seule façon de s'en sortir. Et la région Bretagne, qui a effectivement une identité forte, revendique de se prendre en main. Et elle l'a fait depuis des années. C'est pour ça d'ailleurs que la région Bretagne dans son ensemble est une région dynamique. Elle connaît des souffrances dans des parties de son territoire, des difficultés en particulier dans le Finistère, dans le secteur de l'agroalimentaire. J'oublie pas non plus les salariés de PSA. Mais là, c'est ensemble que nous remontons la pente. Et je pense que les Bretons le souhaitent ainsi. Mais l'esprit de solidarité nationale, c'est pas tous décident à Paris, ça ne marcherait pas. Mais que la solidarité nationale marche à condition que toutes les forces vives du territoire se mobilisent. C'est exactement le sens de ce pacte. Alors en plus des mesures d'urgence, Jean-Marc Ayrault, on trouve dans ce pacte d'avenir des mesures dans le domaine de l'emploi, de la formation, du logement, de la recherche et bien sûr pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Plus de la moitié du pacte y est consacré, environ 1 milliard pour l'agroalimentaire. Quelle est votre priorité
dans ce domaine de l'agroalimentaire et de l'agriculture en Bretagne? La priorité, je l'ai dit, c'est d'abord de sauver le maximum d'emplois et d'aider les entreprises. J'ai parlé de Doux, il y a aussi Sapco, il faut que des rapprochements se fassent, il y a des réorganisations à faire. Moi, je veux la réussite, à la fois sur le court terme, aider à sauver les emplois, mais c'est surtout aider à la mutation. Parce que la grande difficulté du secteur, d'une partie de l'agroalimentaire breton, pas tout, parce qu'il y a des réussites formidables, hein, il faut arrêter de tout mettre dans la caricature qui ferait croire que finalement l'agriculture, l'agroalimentaire breton, ça marche plus. Il y a énormément de choses qui marchent. Vous en avez entendu il y a quelque temps les succès du pâté Enaf, hein, je dirais l'image même internationale. Donc je le dis à titre symbolique, mais il y a beaucoup d'autres choses. Parce qu'il y a eu des anticipations, des mutations nécessaires. Moi, ce que je trouve dramatique, c'est qu'il a fallu attendre, par exemple, la fin des restitutions pour commencer à agir. Ça, je ne trouve pas ça bien vis-à-vis des entreprises. Mais à qui la faute ? Écoutez, moi, je ne suis pas au pouvoir depuis 10 ans. Hein. Je trouve absolument grave que les gouvernements précédents n'ont absolument pas anticipé certaines mutations et que les responsables des entreprises ont pensé que ça pouvait continuer tout le temps. Je ne trouve pas que c'est bien vis-à-vis des salariés, que c'est bien vis-à-vis des territoires. Donc maintenant que la situation est comme ça, il faut la prendre en main. Donc il y a un avenir pour l'agroalimentaire breton, à la fois sur le plan qualitatif, il faut monter en gamme, il faut améliorer la qualité, et en même temps sur le plan quantitatif. J'étais en Chine il n'y a pas longtemps, vous le savez. Et Guillaume Garot, ministre de l'Agroalimentaire, a signé un accord sur la charcuterie. Les Chinois consomment beaucoup de charcuterie. Donc il y a une possibilité d'exportation dans ce pays qui est immense. Mais vous savez ce qui m'a frappé, c'est que les Chinois demandent de la qualité, de la traçabilité. Il y a eu le scandale du lait, vous vous souvenez. D'ailleurs, il y a 2 usines de poudre de lait qui vont se construire en Bretagne. Ça, c'est positif. Parce que les Chinois, je l'ai constaté, j'ai visité un grand magasin d'alimentation, ils demandent de la sécurité alimentaire. Et à Internet, maintenant, on est informé. Donc, l'avenir de l'agroalimentaire est à la fois pour fournir les habitants de notre territoire, de notre pays ou de l'Europe, mais en même temps, y compris à l'export, mais à condition de s'organiser. Et donc, dans le pacte et les mesures qui sont proposées pour l'agroalimentaire, il y a notamment des mesures de simplification. Je pense par exemple à des projets dans le port, y compris d'amélioration environnementale sur le plan de la méthanisation, par exemple. Ça, je crois qu'il y a vraiment des chantiers qui peuvent démarrer très très vite, mais la réglementation est tellement compliquée qu'elle freine. Et Stéphane Le Foll m'a expliqué ça 100 fois. Il m'a dit on pourrait sortir des centaines de projets, mais c'est tellement lourd, tellement bureaucratique que parfois il faut 2 ans, voire plus, pour que ça sorte. Dès le 1er janvier, les mesures de simplification sont en place. Donc moi, j'ai confiance dans la volonté et la capacité à se transformer, à s'adapter, sans abandonner l'ambition qui est historique. On a beaucoup parlé, durant cette crise bretonne, du modèle agricole breton. Beaucoup décrié. Il a été beaucoup décrié. Pour vous, ce modèle, est-il mort? Doit-il muter? A-t-il encore un bel avenir? Je parle vraiment là pour l'agriculture. Il a un avenir, évidemment. Et d'ailleurs, les efforts qui ont été faits, parce qu'il faut le rappeler, depuis plusieurs années par les agriculteurs, les producteurs, en termes de qualité, y compris de qualité environnementale, il faut les saluer. On a beaucoup parlé, par exemple, dans les Côtes d'Armor, des algues vertes. Alors, il y a 2 façons de faire. On stigmatise et on décourage. Ou alors, on salue les efforts qui ont été faits. Il y a des efforts qui ont été faits par les producteurs, par tous ceux qui sont chargés de la gestion de l'eau, etc. Et il faut saluer ces efforts. Ils vont dans la bonne direction. Et donc, ce qui fait que la situation s'est améliorée. Mais en même temps, moi, je crois qu'il faut évoquer un point. La réforme de la politique agricole commune. La France a sauvé la politique agricole commune. C'est le président de la République dans les négociations, alors que tout le monde disait le variable d'ajustement des budgets européens, c'est la PAC. La France a sauvé la PAC. Et il y a en particulier le 2e pilier de la PAC, où les aides pour l'agro-environnement, les aspects agro-environnementaux, que je viens d'évoquer, à titre d'exemple, la méthanisation, ou encore le développement durable, ces crédits vont doubler. Donc pour une région comme la Bretagne, qui a une part de son modèle qui est liée à l'agriculture et à l'agroalimentaire, ça c'est une chance à saisir. Et c'est la France qui, grâce à son combat, a pu obtenir. Alors évidemment, il va falloir mobiliser tous ces crédits. D'où l'importance de la méthode
Et la méthode, c'est en mobilisant tous les acteurs du territoire. Si ça ne se décide qu'à Paris, ça ne marchera pas. L'antenne de la Banque publique d'investissement, la délégation régionale, elle est en Bretagne, elle n'est pas à Paris. Et là, elle va mobiliser tout de suite 420 millions dans les 4 ans qui viennent sur l'agroalimentaire, mais aussi 500 millions par an, c'est important, de prêts de la Banque publique d'investissement pour tous les projets des entreprises et en particulier des PME, dont certaines sont liées à l'agroalimentaire, mais aussi à d'autres secteurs. On a beaucoup entendu sur France Bleu Armorique et France Bleu Brésil ces salariés en détresse, licenciés, en colère. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce matin, Monsieur le Premier ministre ? Je comprends leur détresse et leur colère. Quand vous êtes dans un salarié, dans un abattoir, parfois le couple, parfois même plusieurs membres de la famille, et que du jour au lendemain, vous apprenez que votre entreprise va fermer. C'est le découragement, parce que pour retrouver un emploi tout de suite, c'est pas facile. Hein. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que quand Michel Sapin s'est rendu sur place, le ministre du Travail, il a proposé que pendant 1 an, on mette des mesures exceptionnelles pour un contrat d'accompagnement à l'emploi renforcé qui fasse que chaque salarié qui a perdu son emploi bénéficie de la quasi-totalité de son salaire net. Alors, il faut mettre à profit cette période, parce que sinon, ça serait reculer pour mieux sauter, pour former, et puis aussi remettre les activités économiques sur le terrain. Donc ça peut pas se faire de Paris, encore une fois, ça peut se faire que si on associe collectivités locales, donc et toutes les collectivités locales, notamment les intercommunalités, pour revitaliser, ramener de l'activité. Mais il faut faire la formation, parce que moi, je constate aussi, en ce moment, il y a une négociation entre les partenaires sociaux sur la formation professionnelle. Il y a des milliards chaque année qui ne sont pas utilisés pour les demandeurs d'emploi. C'est ceux qui bénéficient le moins de la formation. Là, je le dis au MEDEF, parce que c'est le MEDEF qui aujourd'hui bloque la négociation. J'espère que ça va se débloquer. C'est une question d'heure. Il faut un accord. Parce que là, on est au cœur de la question. Il faut former les demandeurs d'emploi, il faut former les salariés les moins qualifiés pour justement, lorsqu'il y a des mutations, lorsqu'il y a des difficultés, alors on rebondit. Donc c'est ce que veut faire le gouvernement en soutenant les projets territoriaux. C'est pourquoi je suis avec mon gouvernement aux côtés des salariés. On ne veut pas les laisser tomber, mais en même temps, si on avait fait cette réforme de la formation professionnelle plus tôt, y compris la qualification quand on a un travail, hein, et moi je vois bien qu'il y a des difficultés pour certaines personnes à rebondir. Donc il faut les aider, mais il faut se en donner les moyens. À 7h52, on passe à un autre volet de la décentralisation sur France Bleu Armorique et France Bleu Brésil. Spécial Avenir de la Bretagne. Jean-Marc Ayrault, invité de France Bleu Armorique et de France Bleu Brésil. Le Conseil culturel de Bretagne réclame pour notre région un statut spécifique, un peu sur le modèle de celui obtenu par la Corse en 91. Est-ce que, Jean-Marc Ayrault, ce matin, vous pouvez nous dire sur France Bleu Armorique et France Bleu Brésil que vous êtes prêt à aller plus loin pour une spécificité bretonne ? Écoutez, je suis prêt à aller plus loin sur la régionalisation. La France, je l'ai dit dans une interview au Télégramme de Brest, la France est une république. Une et indivisible, c'est la Constitution, et en même temps... sa gestion est décentralisée. Et là, nous venons de terminer l'examen d'un projet de loi avec Marie-Lise Lebranchu qui porte sur l'organisation des métropoles. Les métropoles, il y a 2 grandes villes en Bretagne qui sont concernées, donc Rennes et Brest, avec des capacités nouvelles qui leur sont données pour se développer, mais aussi rayonner sur le territoire, entraîner, servir un petit peu de locomotive, sans oublier les territoires les plus éloignés. Donc ça, c'est une première étape. Et il y en a une deuxième au printemps, qui va porter sur une deuxième étape qui concerne les régions. Et là, je suis prêt à faire preuve d'audace et donner une chance aux régions qui le souhaitent. Je suis prêt même à passer par la voie de l'expérimentation. Donc, si les Bretons sont prêts à aller plus loin, je veux leur en donner les moyens. Alors, donc, j'en parlerai on expérimente quoi ? Dans différentes compétences. Vous parlez de la culture. Puisque vous avez cité le Centre culturel de Bretagne, j'ai vu son avis, j'ai lu tous les avis, j'ai lu tout. Des avis réservés. Oui, bien sûr, mais je vais proposés. répondre tout à l'heure à Rennes à cette question. Je crois qu'il faut prendre en compte cette aspiration. Quand je dis que la France est diverse, il faut accepter la diversité. Mais en même temps, je suis confiant, parce que certaines personnes me disent « Faites attention, si vous allez trop loin, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on aille dans la mauvaise direction, de chacun pour soi, chaque région pour soi ?» On a vu ça dans certains pays. Moi, je ne suis pas inquiet.
Les Bretons, même s'ils sont très attachés à leur capacité à décider sur le territoire, ils sont très attachés aux valeurs de la République. Mais la décentralisation, De Gaulle, Tocqueville, Mitterrand l'ont voulu, on n'a finalement pas avancé assez vite. Attendez, dans là, tout ça. je vous arrête tout de suite. Qui a fait les grandes lois de décentralisation en France? Vous pouvez parler de Tocqueville, de Gaulle, etc. C'est la gauche. C'est François Mitterrand. Mitterrand également. Oui, mais pas que François Mitterrand. À chaque étape, c'est la gauche qui a fait la décentralisation. Donc moi, je suis un réformateur. Je ne suis pas quelqu'un qui gère les affaires courantes. Je veux réformer. J'ai engagé dans le chantier de la remise à plat de notre fiscalité parce que je pense qu'il est devenu trop compliqué et qu'il crée des injustices et des incompréhensions. Mais en même temps, je sais qu'il faut aussi réformer la gestion territoriale de notre pays. Donc il y a une première étape, je viens de le dire, et puis il y a la régionalisation. On a une opportunité à saisir. Pas plus tard que mardi soir, j'ai reçu les responsables de l'Association des régions de France. Je leur ai dit mon intention, ma volonté, et je leur ai dit faites-moi des propositions. Donc ce que je demanderai aussi, en annonçant cette orientation à Rennes tout à l'heure, je demanderai aussi aux Bretons, aux élus, aux forces vives, de faire des propositions pour qu'on avance ensemble. Et vous, qu'est-ce que vous allez annoncer à Rennes? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles sur le front de l'emploi, notamment? J'annoncerai aucune mauvaise nouvelle. Et des bonnes? Brest, par exemple, demande le siège de l'Ifremer. Est-ce que ça fait partie des choses? Ça, on verra. Et ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que Brest a une chance formidable. Brest, j'étais à Montpellier il n'y a pas très longtemps pour les assises de l'économie marine et maritime. Et j'ai parlé de Brest parce que Brest, c'est le pôle mer qui est le plus fort, le plus puissant, qui est le pôle leader en France pour cette immense perspective que représente la mer dans toutes ses dimensions, pas seulement le transport maritime, mais aussi l'innovation. Concrètement, le siège d'Ifremer. Je ne peux pas vous répondre maintenant, c'est pas une décision qui s'annonce comme ça, mais ce que je veux, c'est renforcer le pôle mer de Brest, je l'évoquerai tout à l'heure. Vous êtes attendu donc cet après-midi à Rennes. Est-ce que vous craignez, dans les semaines qui viennent, de nouvelles manifestations des bonnets rouges? Est-ce que vous pensez que la Bretagne a retrouvé sa sérénité? Mais écoutez, il y a des difficultés, il y a des souffrances, je les comprends, je les ai évoquées. Simplement, maintenant, il faut se mettre au travail. Parce que sur la table, il y a beaucoup de moyens. Et ces moyens, ils seront efficaces que s'ils sont utilisés par les acteurs du terrain, par toutes les forces vives. Et certains, bien sûr, n'ont pas voté au Conseil régional ou même au Conseil économique et social régional. Mais j'ai lu les avis. J'ai lu les avis de certains qui auraient très bien pu voter pour, mais qui ne l'ont pas fait parce qu'ils attendent encore des éclaircissements. Je vais les donner. Et puis il y a ceux qui ont voté contre, pour des raisons uniquement politiques, et qui ont, par le passé, ne pas anticipé les problèmes que la Bretagne rencontre. Alors là, moi, je leur dis, vous avez tort, parce que vous feriez mieux de faire, en quelque sorte, le bilan de ce que vous n'avez pas fait. Mais moi, je ne suis pas tourné vers le passé. Ce que je veux, j'adresse ce message à tous ceux qui nous écoutent, pour leur dire qu'à la fois, je comprends leurs inquiétudes, leurs angoisses, parfois leur colère, mais je sais que la Bretagne a des ressources énormes et que je veux qu'on les mobilise ensemble. Et ça viendra du cœur de la Bretagne. Et moi, c'est le message de confiance que j'adresse, qui est un message de respect et en même temps de solidarité nationale. Monsieur le Premier ministre, il nous reste juste 3 secondes, une réponse par oui ou par non pour terminer sur l'écotaxe. L'écotaxe reviendra, ne reviendra pas? L'écotaxe... Réponse extrêmement courte, s'il vous plaît. L'écotaxe reviendra s'il y a un consensus. Elle reviendra s'il y a un consensus. Et c'est pourquoi j'ai proposé que l'Assemblée nationale, qui l'avait voté à l'unanimité, s'en saisisse pour en faire l'évaluation, trouve les solutions. Et j'ai dit, et je le répète ici, qu'il faut arrêter de faire de l'écotaxe, qui est un moyen de financer des investissements, qui est un moyen aussi de taxer les poids lourds européens, ceux qui viennent d'Espagne, qui traversent la France. Eh bien, je leur dis, cherchons ensemble la voie qui permettra d'investir dans les infrastructures de transport ferroviaire et routière. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Merci, monsieur. Il y a des moments où il faut se rassembler. Merci, le Premier ministre, pour ce moment accordé aux auditeurs de France Bleu Armorique et France Bleu Brésil. Merci à toutes les équipes de Radio France et de France Bleu qui ont permis ce direct sur la radio et en vidéo. Excellente journée à Rennes, Jean-Marc Ayrault. Merci beaucoup.